Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Sophie Briquet-Duazé, Apprentissage, développement professionnel et enseignement de la lecture à l'école primaire, 2014. Claire Grand, Scolariser les élèves en situation de handicap, 2014. Pierre Duriot, Comment l'éducation change la société, 2013. Fabrice Bach, La précocité dans tous ses états, 2013. Sophie Briquet-Duazé, Développement professionnel et enseignement de la lecture au CP, 2013. Sophie Briquet-Duazé, Anne Moile, Enseignement apprentissage à l'école maternelle, 2013. Léandro de la Jonquière, Figure de l'infantile, 2013. Hervé Pasqua, Éducation et éducateur chrétien, 2013. Jacques Broyer, Reconstruire l'école primaire, 2013. Paul Mpaymana, L'enfant réfugié en Afrique, 2013. Marie-France Mensa-Schreck, De l'estime de soi à la réussite scolaire, 2012. Fabrice Bach, Monique Tanto, Maman j'aime pas l'école, 2012. Barbara Walter, Faut-il condamner l'enfance, 2012. Pierre Duriot, Ne portez pas son cartable, 2012. Gérard Lefebvre, L'aide sociale à l'enfance, 2012. Du même auteur. On ne s'improvise pas formateur, préface de José Puig, édition L'Harmattan, 2013. À la découverte des organisations, préface de Jacques Le Goff, édition L'Harmattan, 2012. Handicap, projet et réinsertion, préface de Jean-Luc Blaise, édition L'Harmattan, 2012. Petits métiers pour grands services dans la ville africaine, en collaboration avec Jean-Michel Leroux, préface de Mamoutou Touré, édition L'Harmattan, 2011. La validation des acquis de l'expérience, préface de Paul Santelman, édition L'Harmattan, 2006. Le manuel des écoles de football et du jeune footballeur, en collaboration avec Marc Barthélémy, édition Chiron, 1985. Remerciements. Avec mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu apporter leur contribution à la rédaction de cet ouvrage, et plus particulièrement à Marc Barthélémy, sans qui celui-ci n'aurait pas existé. Giroud, ancien entraîneur de la JOCR, entouré des jeunes footballeurs et de leur encadrant sportif de l'ASPTT Quimper lors d'une visite des installations du club en mai 1994. Préface. Tous les pays civilisés ont la volonté de confier la santé et la pratique sportive de leurs citoyens et citoyennes à des gens dont ils auront vérifié la compétence. La santé, c'est une évidence. Depuis que l'homme a cessé d'être un paysan dont la principale énergie était musculaire, depuis que l'industrie a cessé d'utiliser la force humaine et l'habileté manuelle, il y a bien une régression physique. Progressivement, l'homme s'est créé des activités physiques non productives et très souvent ludiques. Elles sont simples ou compliquées, mais la nécessité de les enseigner est indiscutable. D'où l'apparition des encadrants sportifs, formule générique qui n'en oublie aucun. Une qualité commune est nécessaire, la compétence. La compétence peut s'acquérir par les études ou l'observation. Les meilleures idées personnelles sont celles des autres, à condition de s'en servir. L'étude de Bernard Gourmelin dans cet ouvrage mérite que l'on s'en serve. Giroud. Introduction. L'encadrant sportif, un voleur d'idées. Un encadrant sportif doit être un voleur d'idées. C'est ainsi que Patrick Rampillon, le directeur du centre de formation du Stade Rennais FC, le conçoit. Pour lui, l'encadrant sportif doit observer les autres agir, il doit se former, se documenter, lire, s'approprier, s'imprégner, c'est de cette façon qu'il peut parfaire ses connaissances, compléter ses acquis et ses expériences. C'est ce que je propose avec cet essai en abordant successivement les domaines pédagogiques, sportifs, juridiques, mais aussi en donnant la parole à quelques experts du monde sportif pour mieux comprendre ce que l'on attend d'un encadrant sportif.
Il est vrai que je me suis servi de mon expérience de formateur et d'encadrant sportif pour concevoir cet ouvrage, ainsi que de propos tenus dans des ouvrages précédents. Moi aussi, je me suis inspiré des autres pour préparer ou concevoir mes interventions, pour tenir mon rôle d'encadrant sportif, comme j'ai pu le faire lors de mes nombreux séjours au centre de formation de l'AJ Auxerre ou lorsque j'assistais aux entraînements des sélections départementales ou régionales, par exemple. On apprend sans doute autant en se formant qu'en regardant ou en observant d'autres encadrants en action. Cet essai n'a pas prétention ni à être exhaustif, ni à prétendre donner des recettes toutes faites. Chacun doit se construire, élaborer sa stratégie et agir en conséquence sur le terrain. Par contre, cet essai doit permettre à tout encadrant sportif de pouvoir voler les idées qui l'intéressent. C'est ce que pense Patrick Rampillon. Si l'encadrant sportif est un voleur d'idées, cet ouvrage peut lui servir à trouver des pistes de réflexion. Il peut aussi donner l'envie à des jeunes intéressés par ce domaine d'activité à faire leur premier pas. C'est pourquoi il peut être une première étape dans un cursus d'encadrant sportif. Il me semble que le monde amateur sportif a besoin d'ouvrages comme celui-là pour professionnaliser son encadrement. Voler des idées, se les approprier, pourquoi pas ? Giroud dans son dernier ouvrage se revendique aussi voleur d'idées, comme Arsène Wenger ou Gérard Houllier s'y sont employés, eux aussi. J'ai compensé mes faiblesses et mes lacunes de footballeur par une activité de rattrapage permanente. Elle consista à aller pêcher des idées un peu partout dans le monde, et à observer le fonctionnement de mes confrères. Regarder ce qui se passe, être un observateur attentif, c'est aussi ce qu'explique Alex Ferguson dans son autobiographie. Durant mes premières années à Aberdeen et à Manchester United, j'ai tout de suite su que, pour construire avec les joueurs une relation basée sur la confiance et la fidélité, je devais tout d'abord leur donner les miennes. C'est le point de départ pour développer de grandes collaborations. Ma capacité d'observation m'a aidé. Certaines personnes entrent dans une pièce et ne remarquent rien. Utilisez vos yeux, tout est là. J'utilise cette compétence dans mon appréciation des habitudes d'entraînement des joueurs, de leurs humeurs et de leur comportement. Voir, observer, c'est sûrement utile et totalement indispensable, mais il faut sans doute aussi quelques autres compétences et beaucoup de passion pour être encadrant sportif, comme l'ont explicité les experts du monde sportif que j'ai sollicités. Et on peut croire que sans passion et sans compétences, on ne peut pas être un encadrant sportif. Que cet essai, en tous les cas, donne envie à ceux qui veulent se lancer de franchir le pas et de pouvoir y voler des idées pour être encadrant sportif. 1. Quelques généralités. L'esprit d'équipe. Il peut paraître simple ou évident de tenir le rôle d'encadrant sportif. Il y a en même qui s'y improvisent, mais dans la pratique, cela est souvent bien moins évident. C'est pourquoi, il me semble utile dans un premier temps de défricher le terrain. En effet, si l'initiation ou la formation d'un jeune sportif peut être compliquée à mettre en œuvre, elle reste avant tout complexe car elle dépend d'un certain nombre de paramètres qu'il est possible de représenter ainsi. Cette triangulation rend complexe cet enseignement et les apprentissages qui en découlent. Car on ne peut jamais totalement prévoir ce qui va se passer entre l'encadrant sportif et le jeune sportif, comment gérer les aspects relationnels et émotionnels, entre l'encadrant sportif et l'activité sportive à enseigner, comment faire pour que cela soit acquis et mis en œuvre de la meilleure manière qui soit, et entre le jeune sportif et l'activité sportive à apprendre, comment mettre en œuvre et être opérationnel. Il est toujours possible d'anticiper en adoptant une pédagogie appropriée aux jeunes sportifs et aux particularités de l'activité sportive, mais il est vrai que cela ne se réalise pas forcément comme prévu. C'est pourquoi dans un premier temps, je propose de tenter de faire le distinguo entre ce qui est complexe et compliqué. De même, qu'il me paraît nécessaire de faire la différence entre les termes valeurs, finalités et objectifs, trop souvent véhiculés dans les écoles sportives sans que pour autant leur sens soit connu de tous. 1.1. Complexe ou compliqué. Voilà deux mots qui sont régulièrement utilisés à tout va, et même qui sont galvaudés. Quelles peuvent être les différences entre ce qui est considéré comme étant compliqué et ce qu'il est comme étant complexe? 1.1. Le complexe. Je reprends ici ce que j'ai déjà présenté dans des ouvrages précédents,
mais qu'il me paraît essentiel d'expliquer à nouveau et de mettre en lien avec le domaine sportif. Ce qui est complexe demande une approche reposant sur l'interactionnisme. Le complexe se compose d'éléments différents, combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement saisissable. Un complexe est un tout qui comprend un certain nombre de parties, en particulier avec des parties interconnectées ou reliées mutuellement. Un complexe, cela peut être un ensemble d'installations groupées en fonction de leur utilisation, comme par exemple, un complexe touristique, un complexe pétrolier, voire un complexe sportif, etc. Un système complexe est donc un système délicat à décrire car il est composé de nombreux éléments interagissant entre eux de manière non déterministe. Par exemple, une action de formation est quelque chose de complexe à appréhender car elle regroupe un ensemble de personnes, formateurs et apprenants, qui interagit entre elles. Par ailleurs, celle-ci est en interaction avec un environnement institutionnel, contenu, financement, organisation, etc., qui l'impacte. Ce que l'on retrouve également dans une école sportive au niveau des interactions entre l'encadrement, les sportifs, leurs institutions et leur environnement. Par conséquent, ce qui est complexe demande plutôt une approche systémique ou globale au cours de laquelle on tente d'analyser les interactions des différents éléments internes et externes entre eux. Ainsi, dans le domaine sportif, il est possible de dire que l'approche tactique d'une rencontre est complexe car elle peut dépendre d'un certain nombre de paramètres: son équipe, l'équipe adverse, les individualités présentes, le lieu ou le terrain, les conditions climatiques, l'enjeu, le public, etc. 1.1.2 Le compliqué. On dit que c'est compliqué quand c'est difficile à appréhender, à analyser et à comprendre. Ce qui est compliqué demande donc de la compréhension. Le compliqué est le résultat d'une action. Ne dit-on pas, cette procédure est compliquée car on n'y comprend rien. Donc, c'est ce qui est difficile à comprendre, à exécuter, comme par exemple, une notice de montage d'un matériel en kit. C'est ce qui est composé d'un grand nombre d'éléments et qui, bien entendu, manque de simplicité. Ce qui est compliqué demande plutôt une approche analytique pour décomposer le système observé et en comprendre le fonctionnement. Pour transposer dans le domaine sportif, il est possible de dire que tel geste technique à réaliser est compliqué à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle il sera utile de le décomposer, de l'expliquer et de le démontrer pour qu'il soit reproduit puis exécuté sans difficulté. Pour conclure, on peut retenir qu'étymologiquement, compliqué du latin compliare, empiler avec, signifie qu'il faut du temps et du talent pour comprendre l'objet d'étude. Les systèmes complexes sont généralement compliqués, mais le contraire n'est pas vrai. Ainsi, un domaine sportif peut être à la fois complexe à aborder et compliqué à comprendre. 1.2 Valeurs, finalités et objectifs. Il me semble tout aussi primordial de préciser ce que l'on entend par valeur, comme il me paraît opportun de donner la différence qu'il peut y avoir entre la finalité d'un enseignement sportif et ses objectifs. 1.2.1 Les valeurs. Le mot valeur renvoie à plusieurs sens. En premier, en économie, c'est le prix selon lequel un objet peut être échangé ou vendu. En mathématiques, il s'agit alors de l'une des déterminations possibles d'un élément variable, alors qu'en musique, c'est la durée d'une note. On peut mettre en valeur pour donner de l'importance ou faire ressortir. Mais c'est aussi ce qui est posé comme vrai, beau, bien selon des critères personnels ou sociaux et sert de référence, de principe moral. C'est ce sens qui est intéressant. Quelles sont les valeurs inculquées en sport ? Ainsi, un sport fait-il reposer ses valeurs sur le plan humain ou sur le plan économique ? Qu'est-ce qui fait la priorité de celui-ci ? Toute société définit ce qui est bien ou mal, beau ou laid, honorable ou honteux, agréable ou désagréable, et pourquoi il vaut la peine de vivre et éventuellement de mourir. En conséquence, les valeurs s'organisent en un idéal que la société propose à ses membres. Ce qui est tout aussi réel dans une école sportive comme dans une association sportive, où se réalise l'enseignement d'une discipline sportive. Dans une association sportive, quel que soit son statut, amateur ou professionnel,
Les valeurs sont les principes à forte coloration morale qui doivent guider l'action du personnel. Cela revient à poser comme principe quelle est la norme morale de cette association ainsi que de s'interroger sur le rôle prépondérant des valeurs dans la structuration de l'action, pour faire la distinction entre l'action guidée par la raison et l'action guidée par les valeurs. Avoir des valeurs, cela renvoie à l'estime accordée de façon subjective ou objective en fonction de normes. Elle constitue aussi le fondement principal de l'action sociale. L'action sociale recouvre le comportement rationnel par rapport à une valeur. C'est aussi la distinction que l'on retrouve dans l'actuelle opposition entre valeurs de finalité et valeurs de rendement. Ce qui permet d'énoncer que les valeurs collectives constituent le fondement de la cohésion sociale. L'adhésion à des valeurs communes est l'élément essentiel de l'intégration de l'individu à la société, c'est le fondement de la solidarité sociale. C'est le principe posé comme idéal à suivre et à accomplir pour se réaliser. Il est intériorisé par l'individu par souci de socialisation. Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les manières d'être et d'agir. Ces principes sont ceux qu'une personne ou qu'une organisation reconnaît comme un idéal, et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles ils sont attribués. Les valeurs sont appelées à orienter l'action des individus dans une organisation, en fixant une finalité et des buts. Celles-ci donnent un sens moral qui octroie aux individus les moyens de juger leurs actes, et de se construire une éthique personnelle. Voilà bien un point essentiel en préambule à observer, lorsque l'on veut transmettre des valeurs. Ce qui revient à se demander, qu'est-ce qui va fédérer l'action des membres de l'association sportive ? Soit en conclusion, derrière quelle valeur les membres de l'association vont pouvoir se retrouver pour œuvrer ensemble ? 1.2.2 La finalité. Pour faire simple, la finalité est le but que l'on se donne. Par exemple, dans le cadre d'un enseignement sportif, la finalité peut être de faire en sorte que les jeunes sportifs intègrent les valeurs de l'association et les mettent en œuvre lors de leurs pratiques sportives, comme le respect de l'encadrement, de l'adversaire, de l'arbitre, l'acceptation du résultat. Lors d'une évaluation, il s'agit ici d'effectuer une évaluation qualitative. L'enseignement sportif dispensé tente-t-il de tout mettre en œuvre pour atteindre ce qui est sa finalité ? 1.2.3 Les objectifs. L'objectif va, lui, correspondre à une mesure quantifiable que l'on pourra vérifier à une date fixée dans un délai donné. Par exemple, l'enseignement dispensé doit permettre aux jeunes sportifs de posséder l'ensemble des gestes du domaine sportif au terme du cycle prévu, ou bien encore, au terme de la saison, l'équipe doit avoir assuré son maintien au niveau de compétition qui est le sien. Dans le domaine d'un enseignement, en général ou d'un domaine sportif, la construction d'un objectif peut se réaliser au niveau global ainsi que pour l'acte d'apprentissage proprement dit, comme par exemple dans le cadre de la maîtrise du ballon pour un footballeur. Au terme de la saison, le jeune footballeur doit être capable de réaliser 50 jonglages de chaque pied et 20 avec la tête. L'évaluation s'effectue alors uniquement sur le domaine du quantitatif. L'enseignement a-t-il permis d'atteindre l'objectif fixé ? Si oui, quelles en sont les raisons ? Et sinon, quels ont été les problèmes rencontrés ? 1.3 L'apprentissage. Pour ce qui est des écoles sportives, on emploie souvent le mot apprentissage pour l'acquisition des gestes ou de la technique en lien avec le sport pratiqué. En général, l'apprentissage, au sens technique et limité, recouvre l'ensemble des services permettant l'acquisition méthodique et complète des gestes et attitudes nécessaires à une activité professionnelle déterminée. Au sens le plus large, c'est l'acquisition d'un savoir-faire, d'une manière d'être, d'habitude. Dans le champ de la pédagogie, certains auteurs mettent en exergue plusieurs styles d'apprentissage, plusieurs manières d'acquérir le savoir, de développer des compétences et des fonctionnements différenciés en fonction des individus formés. Cela revient à expliciter que toute personne peut apprendre à partir de situations spécifiques particulières. L'apprentissage s'effectue alors en plusieurs phases. Faire et expérimenter font partie de la vie courante, mais il peut aussi s'agir d'opportunités organisées. Observer et réfléchir à ce qui vient de nous arriver. Tirer des conclusions et généraliser. Et appliquer les compétences nouvellement acquises ou planifier une nouvelle expérience.
En transférant cette décomposition de l'apprentissage dans le domaine sportif, on peut constater que les séances d'entraînement ou les compétitions serviront à mettre en œuvre et à expérimenter les situations proposées, à analyser ce qui vient de se passer, à émettre des avis critiques pour pouvoir prévoir de nouvelles situations à résoudre et ainsi poursuivre une certaine progression. Dans le même document, il est expliqué que l'apprentissage repose sur des facteurs émotionnels pour les personnes en phase d'apprentissage. Il existe 3 principales approches pour étudier les émotions: biologique, cognitive et constructiviste. L'approche biologique regroupe les émotions en des catégories fondamentales: peur, tristesse, joie, bonheur, amour, qui peuvent faciliter ou rendre difficiles nos capacités d'apprentissage. L'approche cognitive permet l'apprentissage en fonction de la connaissance qu'a l'apprenant des émotions autorisées, en fonction des situations. Chaque émotion se manifeste avec un sentiment général d'excitation en fonction de conventions sociales. L'approche constructiviste affirme que les émotions ne sont que des performances sociales, régies par des règles pour une expressivité émotionnelle adaptée. En spécialiste de l'approche des compétences dans le champ du travail, Guy Le Botterf a ainsi développé ce qu'est l'apprentissage expérientiel à partir des travaux de Kolb et de Piaget comme un système en boucle imposant certaines étapes, voir le schéma à la page suivante, l'expérience concrète, le vécu et la résolution de problèmes, l'analyse réflexive, la confrontation et l'apostrophe, analyse de la pratique professionnelle, la phase de théorisation et de conceptualisation, la modélisation, la mise en application, retour à la pratique avec des apports de connaissances théoriques, puis une nouvelle expérience concrète, et ainsi de suite. À partir de ces réflexions, cet auteur propose d'abord l'apprentissage en simple boucle. Dans cette situation, le sujet apprend en corrigeant son action par rapport à des objectifs, mais sans changer ceux-ci ni les valeurs qui guident celle-ci. Ensuite, pour l'apprentissage en double boucle, le sujet apprend en remettant en cause ses objectifs et ses fondements. Il est amené à faire évoluer ses schèmes opératoires et ses représentations, ainsi qu'à réviser ses théories d'action. Dans le cas de l'apprentissage en triple boucle, le sujet apprend à modifier ou à développer ses possibilités d'apprentissage, à retirer les enseignements de l'expérience. Ceci revient à réaliser l'apprentissage de l'apprentissage, voir le schéma à la page suivante. Ce dernier type d'apprentissage offre l'intérêt des pratiques de réflexivité et correspond à un travail sur la valorisation des stratégies d'apprentissage et sur l'évaluation de leur efficacité. Ce travail de réflexivité ne peut pas s'effectuer seul. Il demande pour le sujet un cadre, un contexte d'analyse que lui procure par exemple l'enseignement ainsi qu'un retour sur ce qu'il a pu mettre en œuvre. En résumé, pour qu'il y ait apprentissage, il faut donc de la pratique, qu'elle soit professionnelle ou sportive. Cette dernière n'est pas suffisante s'il n'y a pas de la réflexion sur ce qui est réalisé. C'est ce que l'on nomme la pensée critique. C'est ce qui demande de l'observation, du jugement, de l'argument, de la perception et de l'esprit d'analyse sur ce que l'on fait lors de telle ou telle activité. Cette analyse de l'apprentissage, autrement dénommée feedback, renvoie donc à la pratique de l'analyse de situation. Pour les jeunes sportifs, il peut s'agir de les former à l'autocritique en les habituant à recevoir les remarques positives et négatives de leur encadrant, puis de leur permettre d'émettre leurs propres remarques sur ce qui vient de se dérouler et d'en analyser les plus ou les moins, en groupe et individuellement. 1.4. Les fondements de la motivation. Une fois que l'on s'est mis d'accord sur ce que peut être un apprentissage technique d'un abord compliqué, qu'il soit en sus d'un domaine sportif complexe ou non, il paraît nécessaire de s'attarder sur ce facteur primordial en sport qu'est la motivation. 1.4.1. La motivation. Une des difficultés pour l'encadrant sportif est de faire en sorte que le jeune sportif trouve une motivation, sa motivation, au fait de venir s'entraîner et de participer aux compétitions. De même, que l'encadrant sportif doit jouer sur la motivation du jeune sportif pour que celui-ci se forme, y trouve un intérêt et qu'il soit aussi performant que possible lors des entraînements ou des compétitions. On peut définir la motivation comme le processus physiologique et psychologique responsable du déclenchement de la poursuite et de la cessation d'un comportement. Par ailleurs,
La motivation peut être étudiée pour déterminer les facteurs psychologiques qui expliquent tel ou tel comportement lors d'un acte effectué par un individu. Qu'est-ce qui m'a poussé à agir ainsi? Pourquoi ai-je fait cela? La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une direction plutôt qu'une autre avec l'intensité souhaitée, et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption. Pour exemple, la motivation est un facteur utilisé dans le domaine du travail ou de la réalisation d'une activité pour un bénévole, par exemple. Elle peut être un facteur déterminant pour favoriser la productivité, ou l'intérêt pour l'emploi ou l'activité tenue. La motivation se manifeste donc par un surcroît d'activité. Dans le domaine sociologique, on définit la motivation comme l'ensemble des facteurs conduisant quelqu'un à agir d'une certaine façon. Ainsi, Henri Madras précise, on peut dire que les motivations sont l'aspect actif des attitudes. Lorsqu'on parle de motivation, on parle d'attitudes qui poussent au comportement. Les motivations sont l'aspect actif des attitudes et les croyances en sont l'aspect cognitif. Joseph Nutin dans son ouvrage dédié à la motivation explique, concrètement, la motivation concerne la direction active du comportement vers certaines catégories préférentielles de situations ou d'objets, d'événements. D'autre part, la motivation ne se réduit ni à une quantité d'énergie, ni à des impulsions aveugles et inconscientes. Grâce aux fonctions cognitives qui pénètrent le dynamisme des relations entre le sujet et le monde, la motivation devient une structure cognitivo-dynamique qui dirige l'action vers des buts concrets. La motivation peut être aussi présentée comme le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et, ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. C'est la raison pourquoi des spécialistes ont étudié la motivation comme stimulus et décharge d'énergie, puis comme facteur physiologique des comportements. Agir sur la motivation des apprenants est donc devenu un levier d'apprentissage. Comme agir sur la motivation d'un jeune sportif, est un levier sur les apprentissages et sur les performances. Le maître d'armes fait le point à l'issue d'un combat, pour y motiver son élève. 1.4.2 La motivation du sportif. Dans un ouvrage publié en 1985, Jacques Crevoisier présente les problèmes de motivation chez un footballeur professionnel. Le footballeur professionnel aime son sport, possède des aptitudes pour le pratiquer et est payé pour cela. Autant d'éléments qui pourraient faire croire à l'existence d'une motivation naturelle, forte et durable. Le choix de cette profession semble impliquer aussi la possession d'aptitudes spécifiques sur le plan psychologique, permettant de faire face aux exigences de la compétition. Cependant, si ces postulats ne sont guère contestables, il n'en demeure pas moins que des obstacles particuliers nous amènent à nier l'existence d'une motivation permanente et linéaire tout au long d'une saison. L'entraîneur, conscient de ces problèmes, intervient en permanence pour, selon les circonstances, maintenir, renforcer, voire recréer la motivation. Voilà pourquoi, il me semble utile de proposer une étude approfondie des mécanismes de la motivation. Ainsi, Alderman Herbet et Wood-Hennell ont réalisé une étude pour expliquer ce qui incite à la pratique sportive. Cette étude a été conduite auprès de jeunes sportifs au Canada. Il en ressort 7 motivations incitatives. L'affiliation ou le besoin pour un athlète d'être accepté par ses coéquipiers, ou par un membre important du groupe ou de l'équipe. Le pouvoir ou le désir de contrôler le comportement des autres. L'indépendance ou la séparation du milieu familial et la réalisation personnelle. L'excellence ou la motivation intrinsèque, c'est-à-dire réaliser ses potentialités, maximiser son niveau de compétence. Le succès ou remporter la victoire, facteur extrinsèque. L'agression ou le besoin de battre une autre personne et d'intimider un adversaire. Le stress ou la recherche de situations compétitives excitantes. Il est utile de faire la différence entre la motivation intrinsèque, besoin de réalisation de soi ou l'assouvissement de son orgueil, et la motivation extrinsèque, créée par la sollicitation de l'environnement comme la rémunération ou une prime proposée pour l'atteinte d'un objectif, la présence du public ou du soutien des proches, etc. Ainsi, pour illustrer ces propos,
Je reprends ce que dit Frédéric Hans, entraîneur d'équipe professionnelle de football, Le Mans, Sochaux, Le Havre, Bastia, dans un article paru dans un quotidien sportif quand on l'interroge sur ce qu'est pour lui la notion de force mentale. Il y a deux aspects. D'abord la force mentale du joueur. Entre deux joueurs de même niveau quand ils ont 19 ans, l'un jouera la Ligue des Champions quand il aura 23 ans et l'autre en division d'honneur, DH. C'est le mental qui fera la différence. L'autre aspect, c'est le mental qu'insuffle un entraîneur dans son groupe et dans la dynamique de club. Celle-ci repose sur la relation que crée l'entraîneur, sur la perception qu'ont les joueurs du projet de l'entraîneur, mais aussi sur la perception qu'a l'entraîneur du projet du club. Il ajoute, en Ligue 1, les joueurs sont plus importants que l'entraîneur. S'il veut exister auprès d'eux, il doit être capable de défendre ses convictions mais aussi être capable d'écoute et d'adaptation. Depuis plusieurs années, des ouvrages traitant de la motivation en milieu sportif ont été publiés comme notamment celui de J. Hubert et R. Oisège qui est consacré à la gestion mentale d'une équipe et aux diverses méthodes pour l'améliorer. 1.4.3 La motivation lors d'un enseignement. Il existe plusieurs modèles de motivation développés par Michel Dejean dont je reprends ici, en partie, les travaux. Ces modèles sont utilisés pour comprendre les comportements d'un individu, dans telle ou telle situation. Ceux-ci ont été transférés dans les activités de la formation, pour permettre une meilleure réussite des apprenants dans les apprentissages. Je ne présente ici que les modèles les plus usités. Après à chaque encadrant sportif de transférer, ou pas, ces théories à son domaine. Certaines sources de motivation font ainsi appel à la cognition, la faculté de connaître, comme par exemple, les buts que l'on se fixe ou les valeurs auxquelles on adhère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.